Aller plus loin, monter plus haut, c'est la devise de Bernard Voyer. Au fil des ans, l'explorateur québécois a conquis les sommets les plus hauts de la planète, du pôle Nord au pôle Sud, en passant par les sommets de tous les continents. La neige et le froid le guident, mais ces expéditions qui nous font rêver ne sont pas de tout repos. Elles demandent une grande préparation, autant physique que psychologique que technique. Les explorateurs tirent des traîneaux en ski et le poids de leur équipement et de leur nourriture doit être calculé au gramme près. Les voyages sont longs et exigeants, mais rien ne se compare au sentiment d'accomplissement quand on atteint le sommet. Bernard Voyer tient à partager ses expériences avec d'autres. Que ce soit des jeunes ou des gens d'affaires, le message est toujours le même. Ne pas avoir peur des défis, ne pas avoir peur de se dépasser. Bernard Voyer, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit et dit à plusieurs reprises que la neige guide de votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je la cherche tous les jours. En fait, je vous dirais, particulièrement aujourd'hui, on est dans une journée chaude et humide, la journée où je vois de la neige, je suis un petit peu plus heureux. Je cherche des endroits où, même si elle est inaccessible, même si elle est lointaine, même s'il y a quelques plaques de neige au sommet d'une montagne, je la vois, je vais bien. Je vais vous raconter quelque chose dont j'en ai pas tellement. J'ai quelques petits souvenirs, parce qu'à 4-5 ans, là, les souvenirs, c'est à peu près à la limite de ce qu'on peut se rappeler. Mais mes parents me l'ont raconté, et tellement d'autres personnes. Donc, qu'à la messe de minuit à Rimouski, moi, j'avais toujours chaud. À la messe de minuit à Rimouski... Il faut dire qu'il ne fait pas chaud à non. La messe de minuit à Rimouski. Non. J'avais mon petit veston, et puis on était habillés très chic. Puis il y avait 3 messes à l'époque, hein, ça durait un bon bout de temps. Mes parents savaient que j'avais chaud, et pour vous dire comment mes parents avaient confiance et n'avaient pas peur pour moi, eux qui étaient très prudents, me laissaient sortir de l'église de temps en temps, et je m'assoyais sur les pierres, en face des... C'est pas chaud, là, on est à Noël. Le vent rentrait du fleuve, j'ouvrais mon veston, l'air rentrait, c'était tellement bon. Donc, j'ignore d'où ça vient. Mais à la fois, j'étais bien, j'étais surpris, puis je sentais qu'il y avait une grande puissance là-dedans. Et je ne sais pas quand exactement j'ai voulu découvrir ce que c'était que l'hiver. J'ai voulu dire, je me suis dit, où naît le vent? Le vent froid. Où est-ce que ça commence, ça? Ça part d'où? Il y a un immense ventilateur quelque part. Ça part d'où? Comment ça fait que ça me fascinait. À quel moment est-ce que cette passion s'est traduite en quelque chose de plus tangible? De plus tangible? Là aussi, il faut aller à mes origines. Là encore, on va parler de Rimouski. Parce qu'au large de Rimouski, il y a une île, l'île Saint-Barnabé. Une île très ordinaire, belle dans sa longueur, mais je veux dire rien de particulier. Il n'y a pas des belles falaises, il n'y a pas une forme spéciale. En fait, c'est une bande qui coupe l'horizon, qui nous empêche, une partie qui nous empêche de voir l'autre rive ou de regarder plus au large. Ce fut mon premier projet d'expédition. Je me disais, c'est sûr qu'il y a des trésors. Vous aviez quel âge à l'époque? 7, 8 ans, 9 ans. C'est sûr qu'il y a des trésors sur l'île. Mes parents n'étaient pas aventuriers, n'ayant pas ni de motoneige, ni de canot. Ils n'allaient pas me laisser aller là l'hiver sur la banquise très dangereux ou l'été. Je l'ai toujours regardé comme un endroit magique de mystère. Et vous savez, aujourd'hui, on m'a offert, parce que j'ai raconté cette anecdote-là assez souvent, puis la ville de Rimouski, il y a plusieurs années, il y a une quinzaine d'années de ça, ils ont dit, Bernard, on va vous amener... Vous y êtes jamais allé? Non. On va vous amener sur l'île, j'ai toujours refusé. Puis là, il y a des petites croisières en Zodiac pour les touristes à Rimouski. Et puis, il y a des animateurs, paraît-il, qui disent à leurs touristes, connaissez-vous l'aventurier, l'explorateur Bernard Voyer, n'avez-vous déjà entendu parler? Puis si quelqu'un d'entre eux dit oui, moi, eh bien, on va aller à une place où il n'est jamais allé. Et là, on m'a offert souvent. Et j'ai toujours répondu non. Je garderai l'île comme elle a toujours été. Au début de mon enfance, un grand projet. Ce fut mon premier projet d'expédition. Et lorsque je fermerai les yeux,
ce sera le seul que je n'aurai pas fait. Qu'est-ce que vos parents ont pensé de ce choix de vie, de carrière un peu, on peut dire, inusité? Ouais, hein? Oui, voilà. En fait, mon père, jusqu'à sa mort, m'a dit, toi, Bernard, quand tu vas te trouver un travail, là, il me l'a dit jusqu'à sa mort. Vous aviez Il quel était à âge la l'époque? fois, il y a 20 ans de ça. Vous étiez adulte. Bien sûr, oui, puis, oui. Mais il était à la fois, mon père a d'une formation classique, et puis c'est quelqu'un qui, la vie, c'était de recevoir sa paye aux 15 jours, et puis de faire un beau travail, puis d'évoluer, puis c'est ça. Cette conception de l'aventure, il y avait un petit peu de difficulté. Même s'il était très fier de ce que je faisais, même s'il considérait que ce que je faisais quand j'ai entrepris mes grandes aventures, mes grandes expéditions, même s'il en était très content. Mais pour lui, c'est bravo, mais ce n'est que temporaire, parce que bientôt, tu auras sûrement... Une vraie job. Une vraie. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, il est décédé quelques jours d'ailleurs plus tard, lorsque je suis arrivé d'une belle et grande expédition dans l'Arctique canadien, une première mondiale de traverser l'île d'Ellesmere, dans le Nunavut, l'île la plus nordique du monde. Et on s'est vus, puis il m'a dit, on avait fait une fête avec les amis, puis j'allais de temps en temps le voir, puis il me disait, oh non, on a le temps de s'en parler, va voir tes amis, on a le temps de s'en parler. Puis on n'a pas eu le temps. Aujourd'hui, j'essaie d'y raconter autrement. Comment est-ce qu'on devient explorateur? Est-ce qu'il y a une formation formelle quelconque ou c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas? Vous savez, j'ai rapidement su que moi, des courses au trésor, là, j'aimais ça. Des indices, chercher, partir, pas trop savoir, avoir peur un peu de me perdre. Je voulais savoir comment fonctionnait une boussole. Je voulais aller loin. À Rimouski, l'autre rive, on voit pas toujours la côte nord. Je grimpais sur des rochers, le rocher blanc, le premier des rochers que j'ai escaladé, pour essayer de voir plus loin. J'essayais de comprendre. Ce qui fait que c'est longtemps, non, il n'y a pas une formation, mais la passion, c'est ce qui nous forme, c'est ce qui fait de nous, si on est passionné puis on respecte notre passion, on se construit avec elle. Ce qui fait que j'ai suivi des formations, bien sûr, puis j'ai été vivre en Europe pendant 10 ans, connaître mieux la montagne, dans la région de Grenoble, dans les Alpes. J'ai vécu différentes choses. J'ai suivi beaucoup de cours, j'ai enseigné à l'université. Là-dedans, dans le monde du plein air, j'ai fait plein de choses. Mais le fond de la chose, pour dire j'aimerais devenir aventurier ou explorateur, je veux m'inscrire, eh ben non. Alors, M. Vincent, peut-être nous décrire où on se retrouve en ce moment au Jardin botanique. Alors, on se retrouve dans peut-être la partie qui est la moins souvent visitée, l'arboretum. En fait, c'est la moitié de notre jardin, une magnifique collection d'arbres où on présente l'importance de l'arbre, mais pas nécessairement dans l'idée de l'arbre utile, mais de l'arbre vivant. Et ça vient pour rejoindre ça, M. Voyer, parce qu'il n'y a pas de neige ici, là, il fait chaud aujourd'hui. Non, c'est ça. C'est peut-être le complément, exactement, mais j'aime la nature sous toutes ses formes. Celle-là, je la connais moins, et c'est grâce au Jardin botanique, puis c'est grâce aussi à l'amitié que j'ai avec Gilles, le directeur du jardin, de connaître un peu plus, à chacune de mes visites, un peu plus de choses des choses dont j'aurais dû connaître avant. C'est vrai, j'ai concentré ma vie à mieux connaître l'iceberg que l'arbre, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je veux me rattraper. Je veux en connaître plus. Et aussi, ben là, j'essaie de faire un pont avec ce que j'aime. Comment l'arbre passe l'hiver. Quand on décide qu'on va escalader l'Everest, quand on décide qu'on va faire un périple en Arctique ou en Antarctique, j'imagine que ce n'est pas une décision qui se prend du jour au lendemain. J'imagine qu'il y a beaucoup de préparatifs à faire, tant au niveau physique que psychologique, que même financier. Hein? Ah oui, tout à fait. C'est un long processus, un long cheminement. J'ai mis des années et des années. J'ai mis près de 30 ans d'aventure avant de me dire, j'irai là où on écrit l'hiver qu'avec des lettres majuscules, là où la neige ne fond jamais. J'irai en Antarctique et je skierai jusqu'au pôle. Autonome. Pour rêver de ça, pour rêver de cette liberté, parce qu'on est libre, hein, même dans l'effort. Hein. Si on est là où on rêvait d'être, on est libre. Hein. Même s'il fait très froid, et même si on ne mange pas tout à fait à notre faim, et que la tempête rage,
on est libre. Et pour avoir cette liberté-là, eh bien, il y a un prix à payer. Tout un processus de s'entraîner, de connaître, de lire. Mais il y a quand même une préparation quand même psychologique. Psychologique. physique. Rencontrer des gens, nous parler un peu de l'endroit, lecture de cartes très précises, créer du matériel, parce que je me disais aussi, côté matériel, je me disais, c'est une belle occasion, une grande aventure pour faire avancer la technologie. De tester des choses. Tester, puis même inventer. Ouais. Pas juste tester. Tester, c'est de mettre à l'épreuve quelque chose qui existe. Mais pourquoi on ne l'inventerait pas? On va tester ce qu'on va inventer nous-mêmes. On va faire améliorer les choses. Donc, j'ai toujours, mes grandes expéditions ont toujours eu un lien avec la science et la technologie. Donc, préparer, là, c'est long. On va essayer un nouveau sac de couchage, des nouveaux matériaux. Est-ce que c'est imperméable? Est-ce que c'est compressif? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que ça tient l'humidité? Est-ce que... Beaucoup de choses qu'on a fait comme ça. Ça, c'est excessivement long. Puis en plus, dans l'article ou l'Antarctique, dans un climat froid, le froid fragilise les choses. Tout peut briser. Tout devient fragile comme du cristal. Et il est facile, vous êtes dans un environnement où il y a de la technologie. Mais toute notre nouvelle technologie, c'est terrible pour les expéditions. On recule par rapport à ça, on recule. On est dans le digital, c'est des programmes, les lentilles. Avant, on chauffait la batterie, on chauffait la caméra, on pouvait l'ouvrir facilement. On mettait un film. Aujourd'hui, c'est ça, l'écran cathodique gèle et tout, c'est fini. Donc, on a quelquefois à adapter notre matériel. On a à s'ajuster à ça. Donc, il faut amener le minimum, le plus léger, mais il faut se nourrir. En fait, sur la nourriture, peut-être de par nos origines, on est nord-américain, puis on est habitué à une bonne cuisine et tout. J'ai un copain, un aventurier russe, lui, s'embête pas comme moi je m'embête. Lui, vous savez, là, des Mr. Freeze, là, les espèces qu'on pousse, les enfants aiment bien, là, une glace, là. Ben eux, souvent, les Russes, en expédition, ils ont souvent fait ça. C'est du gras, juste du gras. Et ils mettent un petit peu de colorant carotte là, pour que ça change tous les jours, rouge ou jaune citron, mais c'est que du gras, ça goûte rien. Puis ils envoient ça dans le clone, puis ils se font au réchaud un peu d'eau chaude, boivent là-dessus, puis c'est fini, le repas est terminé. Si je fais ça, moi, je me suicide, je vous le dis, là, c'est terrible. Donc, moi, j'ai fait lyophiliser des repas faits par un chef français, mais... Pas mal, quand même. Ouais, voilà. C'est tout calculé, les calories, parce que je voulais 6500 calories. À cause du froid. Voilà, 50 de gras, très, très gras quand même, parce que dans un gramme de gras, il y a 9 calories, dans les protéines et dans les glucides, il y en a 4, ce qui fait que dans un gramme de gras, on a plus que 2 fois l'énergie. Fait qu'amener du gras, mais on ne peut pas manger que du gras. Dépensé, là. Mais on ne peut pas manger juste que du gras, parce que les yeux vont venir verts, là, le foie ne tolérera plus ça. Donc, avec l'aide de diététistes, d'un laboratoire d'analyse, d'un chef cuisinier et d'une entreprise qui allait faire par le procédé de la lyophilisation un repas où chaque gramme, tout était étudié sur le pourcentage. Ce fut une expérience fabuleuse. Ça, c'est long. Bon, il faut apporter ça, mais il faut apporter de l'essence pour faire fonctionner le réchaud. On prend de la neige, on fait fondre la neige. Il faut apporter un peu de matériel de premiers soins. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, être en pleine expédition et de vous dire, parce que bon, peut-être des choses ne vont pas toujours comme prévu, et de vous dire, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous décourager ou même d'avoir peur? Ah, avoir peur très souvent. Très, très souvent. Je serais tellement prétentieux en vous disant que... Mais qui oserait dire qu'il n'a pas peur? Simplement assis à l'abri au pied de l'Everest où vous avez peur à regarder la montagne. Peur parce qu'elle est très forte, elle est très puissante. Peur parce que vous savez, vous regardez le sommet, vous dites, si toutefois j'atteignais ce sommet, je pourrais enlever mon gant, lever ma main au-dessus de ma tête et toucher le ciel. Si je pouvais atteindre ce sommet, je ne pourrais jamais aller plus haut de ma vie. C'est le toit du monde. Et juste ce sentiment-là, ça donne peur. On avale de travers, on a peur. Donc la peur, elle est là, elle est constante. On est si petit. Jamais mes mains seront assez grandes pour arrêter le vent. On est si petit. Donc on a cette peur-là tout le temps. Et en Antarctique,
couché dans mon sac de couchage, je réalisais quelquefois qu'en dessous de moi, il y avait 4000 mètres d'épaisseur de glace. Et j'avais peur, en fait, que le froid en profite pour venir nous chercher pendant que nous avions les yeux fermés. Aucune place pour se réchauffer, aucun endroit pour se mettre à l'abri. C'est l'hiver qui souffle vers nous. Il n'y a pas de porte de secours. On ne peut pas appeler, on ne peut pas venir nous chercher là où nous sommes. L'engagement est total. L'engagement, on peut tout perdre. Tout. Ses amis, ses amours, sa famille, ses projets, ses souvenirs. On peut tout perdre. C'est un engagement total. Voilà le vrai sens de la grande aventure. Vous savez, le monde de l'aventure, ça a été très, très difficile, des grandes expéditions que j'ai faites, mais personne ne m'a obligé d'y aller. Personne. C'est un choix, ce qui fait que là-bas, en Antarctique, je me le répétais, ou dans mes grandes traversées dans l'Arctique, je me le répétais. Bernard, il fait froid, c'est dur, t'en arraches, mais c'est effrayant. Mais t'es exactement là où tu rêvais d'être. Donc, le fait de se décourager, vous savez, si votre objectif est très, très grand, le même petit problème devient ridicule. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on atteint l'objectif, quand on atteint le sommet, quand on atteint le point final? Vous savez, c'est d'un sommet qu'on en voit d'autres. C'est pas de son sous-sol. C'est de voir tout ce qu'il y a à faire. Il y a tellement de beaux endroits dans le monde. Ma tête, ma mémoire, mon disque dur que j'ai entre les deux oreilles est rempli de projets. Et c'est gratuit, ça. On télécharge gratuitement toutes ces belles aventures. Donc, c'est vrai qu'on est épuisé là-haut. Puis surtout en montagne, ce qui est dangereux, c'est de tomber dans cette euphorie de la victoire. Parce que lorsque nous sommes au sommet, nous n'avons que la moitié du chemin de fait. Descendre, c'est aussi Et difficile que de même monter. plus dangereuse. Hein? Il y a plus de décès en très haute montagne dans la descente que dans la montée. D'une part, parce qu'on célèbre déjà, on doit célébrer rendu au retour en bas. Tous, on veut voir des bonsaïs, on veut nous expliquer, puis les jardins de Chine et du Japon, mais C'est un peu cette reconnexion avec la nature qu'on essaie de faire là-dessus. Et ça, ce qui est fascinant dans l'idée du jardin, celui qui l'a fondé, en fait, ceux qui l'ont fondé et dessiné, Marie-Victorin Henri Teucher, On parle des années 30, dans les ça. années 30. Ouais. Teucher disait dans une publication en 1932 qu'il y a un drame immense qui se produit présentement, c'est que les gens en ville sont déconnectés de la nature. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un déficit nature. Et ça fallait vraiment dans les années 30 l'être visionnaire, parce que c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Mais ce que Bernard dit pas, ou l'a peut-être dit tantôt, c'est que tu amènes ta famille ici. Quand la famille, voyez, vient, ça vient en grand groupe avec des enfants. Vous savez, même maintenant, les enfants apprennent les arbres sur ordinateur. Il n'y a rien à apprendre avec un ordinateur sur les arbres. Il faut les voir, les arbres, il faut les toucher, il faut les sentir. Alors, donc, c'est toujours des belles expéditions. On parle beaucoup depuis un certain temps du phénomène du réchauffement de la planète et que ça se ressent d'abord et avant tout dans les pôles. Oui. Vous qui êtes passé par là, quel est le constat que vous faites? Ah, c'est incroyable. D'abord, on dit par les pôles. Beaucoup plus l'Arctique que l'Antarctique. Beaucoup plus. Les changements climatiques, c'est comme si c'était, pour nous, Canadiens, une immense vague qui partait de l'Arctique et qui vient vers nous. Cette vague-là, elle est puissante, elle est forme un tsunami qui avance, mais relativement, lentement ou vite, parce qu'à l'échelle de siècles, c'est... Et dans l'Arctique, c'est incroyable. De mon vécu, pas entre moi et les premiers qui y allaient en 1800, de mon vécu. La banquise, et j'y retourne au printemps d'une expédition dans l'Arctique, la banquise qui avait 2,50 m quand je voyageais il y a 30 ans en Arctique, était à 1,50 m. La banquise, elle a baissé, elle a perdu en moyenne 1 mètre d'épaisseur d'un mont vivant. Des endroits qui ont toujours été gelés ne sont plus gelés l'hiver ou un printemps très hâtif.
Le sol gelé en permanence, qu'on appelle le pergélisol, le sol gelé en permanence, eh bien, vous savez, dans l'Arctique, même l'été, dans le Grand Nord, dans le Nunavik ou dans le Nunavut, l'été, on prend une pelle, on enlève environ, on appelle ça le mollisol, on enlève environ un pied, 30 cm, 40, 50, puis après, ben, c'est gelé. C'est ce qu'on appelle le pergélisol. Bien, aujourd'hui, il est à 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 30. Le sol commence à geler en permanence. Ce qui fait que les effets, avant toutes les pistes d'aéroport, de tous ces villages merveilleux d'ailleurs, on ne se cassait pas la tête pour construire ça il y a longtemps. On grattait un petit peu, on mettait un peu de cailloux là-dessus, on mettait un peu d'asphalte, parce que la fondation, c'était gelé en permanence. Mais là, ça dégèle. Les pistes sont toutes à refaire, c'est terrible. Les maisons sont sur pilotis, à côté sur le pergélisol. Ça fond, les maisons penchent, la faune, la flore. Il y a 6 espèces de plantes jamais connues dans le Nunavik qu'on vient de découvrir encore récemment, qui n'avaient jamais poussé là-bas. On commence dans le sud du Groenland, certains habitants du sud du Groenland commencent à faire des petits jardins. Donc, il y a des côtés un petit peu positifs là-dedans, mais globalement, c'est une catastrophe. Et nous, si on vit 1 degré, 1,5 degré d'écart, ils sont à 4 ou 5 dans l'Arctique. Est-ce qu'il est trop tard pour renverser la vapeur, selon vous? Il est trop tard pour arrêter la vague. Ce qu'on peut faire, c'est diminuer la vague et la ralentir. Il est trop tard pour l'arrêter. Mais l'humain a toujours démontré une grande capacité d'adaptation et de grande qualité de résilience. Vous savez, dans la même race, l'humain, il y a des Touaregs qui vivent à plus 40, puis des Inuits qui vivent à moins 40. On a su, on sait. Donc, il faudra s'adapter à un nouveau rythme, de nouvelles façons de vivre. Il faudra s'adapter à de nouveaux climats. On le voit très bien, là. Maintenant, quand il pleut, c'est des moussons, là. C'est incroyable, là. C'est pas comme avant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je préfère, et de loin, le terme de changement climatique que de réchauffement global. Parce qu'il y a des endroits où ce sera plus froid. Mais avant tout, il faut éduquer les gens. Quand j'ai éduqué, l'école pour tout le monde dans le monde entier. Nous, ici, il n'y a pas de problème. Jamais nous ne pourrons protéger la planète sans savoir écrire les mots eau, terre, vie et amour. Jamais. Est-ce qu'il y a des endroits que vous n'avez pas encore découverts et que vous aimeriez découvrir? Oui. Oui, il y a des endroits, il y a plein d'endroits que j'aimerais voir. Je me suis donné comme objectif, il y a fort longtemps, de voir, de connaître, de toucher les plus grands systèmes glaciaires de notre planète, les plus grandes masses glaciaires du monde, quel que soit l'endroit. Et je l'ai fait, ça. Je ne l'ai pas fait dans le cadre d'un record, là. Je l'ai fait pour moi. Il y a de la glace en Afrique, je vais aller voir la glace d'Afrique. Et il y en a en Indonésie, sur l'île d'Irian Jaya, il y a un glacier Pukajayak. C'est au bout du monde, mais il y a une montagne, on va aller escalader la montagne, mais après, je vais aller toucher cette glace en Indonésie. Je veux voir cette glace-là. Je veux comprendre, parce que pour moi, la glace, l'iceberg, la banquise, c'est la plus belle célébration de la nature que l'on possède. Et lorsque je skiais vers le pôle, je chantais Vigneault. Je chantonnais, parce que chanter, attention, je chantonnais Vigneault dans sa chanson qui dit « J'ai planté un chêne au bout de mon champ, perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps. » Vous faites des conférences de vos expéditions Oui. un peu partout, auprès des jeunes, auprès de toutes sortes de Oui. différents groupes de personnes. Oui. Comment transposer ce que vous avez vécu dans vos expéditions au quotidien? C'est de partager avec les jeunes, tout comme avec des gens dans des entreprises, le chemin que j'ai fait. Le chemin qu'on a fait nous appartient et on ne peut pas le renier. Je raconte le mien, simplement, je raconte le mien. Et comment il m'a apporté le bonheur. Comment je suis quelqu'un aujourd'hui. Ça fait très prétentieux, ça, de dire ça, mais c'est sincère ce que je vous dis, là. Moi, je sens que je suis accompli. Hey, ça, vous allez dire, mais hey, c'est pas possible, là, de dire ça. Moi, là, jeune, j'avais mon espèce, comme on en a tous, là, une espèce de liste d'épicerie, là, de checklist, là, de choses que je voulais absolument faire. Je l'ai tout fait. Alors, moi, je suis content. Peut-être que vous ne me voyez pas comme quelqu'un d'accompli, mais sincèrement, je m'en fous un petit peu. Je vous vois tout à fait comme quelqu'un d'accompli.
Ma conjointe, ma femme, au retour de l'expédition l'Everest, elle m'a dit, Bernard, on dirait qu'une paix s'est installée en toi. Elle avait vu, je sais pas, en moi, quelque chose de... Tu l'as fait, t'en as rêvé, tu voulais tes 3 pôles. J'avais apporté un petit peu de neige du pôle Nord. Lorsque j'ai atteint le pôle Sud, j'avais pris un petit peu de neige dans une petite bouteille aussi. Puis sur le toit du monde, j'avais encore une petite bouteille de plastique où j'ai ramassé de la neige du sommet. Fait que t'as tes 3 plus beaux souvenirs que tu rêvais depuis ton enfance, ou l'enfance non, mais l'adolescence. Parce qu'à l'enfance, j'ignorais que l'Everest existait. Je grimpais le Rocher Blanc, c'est 8 mètres d'altitude. J'en étais fier et tellement heureux. Parce que là-haut, il ventait plus fort qu'en bas. Et là-haut, j'étais plus grand que mon père. Bernard Voyer, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Dit à plusieurs reprises que la neige guide votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je la cherche tous les jours. En fait, je vous dirais, particulièrement aujourd'hui, on est dans une journée chaude et humide, la journée où je vois de la neige, je suis un petit peu plus heureux. Je cherche des endroits où, même si elle est inaccessible, même si elle est lointaine, même s'il y a quelques plaques de neige au sommet d'une montagne, je la vois, je vais bien. Je vais vous raconter quelque chose dont j'en ai pas tellement. J'ai quelques petits souvenirs, parce qu'à 4-5 ans, là, les souvenirs, c'est à peu près à la limite de ce qu'on peut se rappeler. Mais mes parents me l'ont raconté, et tellement d'autres personnes. Donc, qu'à la messe de minuit à Rimouski, moi, j'avais toujours chaud. À la messe de minuit à Rimouski... Il faut dire qu'il ne fait pas chaud à la messe de minuit à Rimouski. Non. J'avais mon petit veston, et puis on était habillés très chic. Puis il y avait 3 messes à l'époque, ça durait un bon bout de temps. Mes parents savaient que j'avais chaud, et pour vous dire comment mes parents avaient confiance, ils n'avaient pas peur pour moi, eux qui étaient très prudents, me laissaient sortir de l'église de temps en temps, et je m'assoyais sur les pierres, en face des... C'est pas chaud, là, on est à Noël. Le vent rentrait du fleuve, j'ouvrais mon veston, l'air rentrait, c'était tellement bon. Donc, j'ignore d'où ça vient. Mais à la fois, j'étais bien, j'étais surpris, puis je sentais qu'il y avait une grande puissance là-dedans. Et je ne sais pas quand exactement j'ai voulu découvrir ce que c'était que l'hiver. J'ai voulu dire... Aller plus loin, monter plus haut, c'est la devise de Bernard Voyer. Au fil des ans, l'explorateur québécois a conquis les sommets les plus hauts de la planète, du pôle Nord au pôle Sud, en passant par les sommets de tous les continents. La neige et le froid le guident, mais ces expéditions qui nous font rêver ne sont pas de tout repos. Elles demandent une grande préparation, autant physique que psychologique que technique. Les explorateurs tirent des traîneaux en ski et le poids de leur équipement et de leur nourriture doit être calculé au gramme près. Les voyages sont longs et exigeants, mais rien ne se compare au sentiment d'accomplissement quand on atteint le sommet. Bernard Voyer tient à partager ses expériences avec d'autres. Que ce soit des jeunes ou des gens d'affaires, le message est toujours le même. Ne pas avoir peur des défis, ne pas avoir peur de se dépasser. Bernard Voyer, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit et